Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de Senpai. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Jin Guo, CEO de Connexio. Connexio aide ceux qui ont besoin de se former et de trouver un emploi dans le numérique. Découvrez ce magnifique projet avec ses CEO où on reviendra ensemble sur les débuts et les étapes importantes, ainsi que les projets futurs de Connexio. Vous verrez, c'est à la fois passionnant et inspirant. Elle nous parlera également de son parcours personnel avant son arrivée en France en 2015, où elle grandit en Chine et fait ses études aux États-Unis dans les prestigieuses écoles de Stanford et Harvard. Depuis 2016, l'idée de Connexio fait son chemin avec l'idée en tête d'aider les personnes qui en avaient le plus besoin et les aider efficacement. J'en ai profité également pour avoir son retour sur son vécu en tant que CEO femme dans l'écosystème et recueillir son message à toutes celles et ceux qui n'osent pas se lancer. Elle nous partagera également son mindset et les personnes qui l'animent au quotidien. Cet épisode est pour moi très particulier car moi-même étant issu de l'immigration, nous avons été confrontés dans notre famille à ces sujets et bien avant l'arrivée de Connexio. Donc c'est avec une certaine émotion et fierté que je vous propose cet épisode et vous remercie encore pour votre fidélité. Ceci étant dit, je vous laisse maintenant avec mon entretien avec Jin Guo. Bonjour Jin. Bonjour David, je suis très contente d'être ici. Eh ben écoute, le plaisir est partagé et ça fait quelque temps qu'on a discuté un petit peu pour enregistrer ce podcast et moi ça me fait vraiment plaisir de te recevoir aujourd'hui pour raconter un peu ton histoire, raconter ton parcours et tes projets avec Connexio et justement pour bien faire les choses pour que l'auditoire comprenne un peu qui tu es pour les personnes qui ne te connaissent pas encore. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Oui, bien sûr. Donc, je suis Jean. Je suis venue en France il y a quelques années et à la base, c'était en fait d'être chercheuse. Je travaillais pour, à la base, the Paris School of Economics où j'avais en fait travaillé sur des projets qui portaient en fait sur l'inclusion en fait des publics vulnérables. Et pour moi, en fait, quand je travaillais sur des bases de données en tant qu'économiste, de mieux comprendre ce qui passait sur le terrain. En fait, je suis allée beaucoup à la rencontre des personnes, des individus, des structures, des associations pour vraiment en fait comprendre les enjeux, les besoins sur ça. Et c'était un peu comme ça aussi, j'ai découvert à la base que voilà, des publics aussi vraiment très éloignés qui étaient aussi quelquefois hors de système de santé en France, des publics réfugiés et migrants, il y avait beaucoup qui avaient accès par exemple à des services urgentes, donc ça peut être en fait le logement, la santé, des services vraiment bien nécessaires, mais ils avaient moins de visibilité sur des choses un peu plus long terme, qui étaient sur la formation, de pouvoir développer un réseau professionnel, de vraiment pouvoir s'intégrer professionnellement. Et donc, c'était comme ça ce qui était un peu né, la base de ce qui est devenu Connexio aujourd'hui. C'était avant de venir en France, j'étais dans le Silicon Valley, je travaillais comme consultant et j'étais toujours entourée par la technologie. Et c'était un monde que je pense que peut-être j'ai pris comme acquis dans un sens que tout le monde maîtrisait un peu le numérique, la tech. Et pour moi, c'était en fait un vrai levier aussi d'insertion socio-professionnelle. Donc, c'était un peu comme ça, en fait, ça a commencé Connexio. C'était vraiment des ateliers pour aider des personnes, en fait, à bien maîtriser ces compétences, afin de les aider justement, en fait, à aller un peu plus loin dans leur parcours d'insertion socio-professionnelle. D'accord, on reviendra plus en détail sur le projet Connexio parce que c'est passionnant et justement pour revenir sur ton parcours de vie, toi tu arrives en France en 2015. Donc là tu nous expliques effectivement que tu as été dans la Silicon Valley, pardon. Combien de temps t'es resté en fait là-bas? J'avais fait mes études là, donc à peu près 5-6 ans, voilà. Donc tu as fait Stanford et Harvard. Oui, oui, je pense que pour moi, à la base, j'avais fait, en fait, mes études à Stanford en économie et biologie parce qu'à la D'accord. base, j'étais pas, peut-être j'étais pas le type de personne qui sache en fait, qui savait à chaque phase dans ma vie ce que je voulais faire. Même à On est la base, nombreux comme ça. ouais. Et je pense que c'est normal, en fait, de pouvoir, en fait, suivre un peu notre curiosité. Et donc je trouve que j'étais vraiment un peu dans cette case, où j'étais vraiment passionnée par plusieurs sujets et j'ai comme j'avais du mal à choisir, en fait, en fait, des sujets de formation, j'avais, en fait, finalement, fini par faire, en fait, 2. Voilà. D'accord. Et donc du coup tu arrives en France en 2015, donc fraîchement arrivé. C'était la première fois que tu venais en France ou tu étais déjà venu avant? Je suis venue la première fois en France pour faire, en fait, quand j'étais, en fait, en université, j'avais fait un trimestre ici. Donc ça, D'accord. c'était, ma première fois en France, voilà. Donc je suis revenue en disant, mais quelques années après. Et alors du coup comment ça s'est passé quand tu es arrivé en 2015? Tu es arrivé à Paris? Je suis arrivée à Paris, j'étais très intéressée à la base parce que je pensais comme, je suis un peu mes intérêts, que je voulais en fait faire une thèse en économie. Donc D'accord. vraiment entrer dans le milieu, des recherches, de ce monde vraiment académique et donc à la base, c'était vraiment en fait déjà de
apprendre presque le français parce que ça faisait en fait beaucoup de temps que je parlais pas français et aussi de comprendre bien en fait, par exemple, il y a peut-être j'ai certaines connaissances sur le système de santé en France, donc à la base, c'était Bien vraiment de sûr. comprendre en fait en fait tous ces aspects, les politiques, comment en fait en fait comment ça marche en fait quand on va aller en fait avoir un sécu social, comment ça Mmh. marche les remboursements derrière. Donc pour moi, m'a pris beaucoup de temps de comprendre en fait tout cet écosystème. Yes et bon, je te comprends parfaitement parce que même pour nous, on va dire les Français natifs, bon, on comprend pas tout, hein, des fois et ça change beaucoup et justement, très rapidement, donc tu le disais en introduction, il y a cette idée qui grandit et qui émerge. Ça commence à prendre un nom à partir de 2016, Connexio et du coup, tu décides de te lancer là-dedans. Qu'est-ce qui te motive, toi, en fait, à ce moment-là de ta vie, de ton parcours professionnel, là où tu es comme tu nous disais, déterminé, tu étais plutôt parti pour un cursus académique, universitaire et là, du coup, c'est un petit peu un pivot dans ta vie. Comment ça se passe, du coup, dans la tête de Jean à ce moment-là? Oui, et je dirais aussi, que quelquefois quand on choisit aussi, parcours d'entrepreneur, il y a aussi, je pense d'un côté beaucoup d'incertitudes, il y a beaucoup de risques. Donc pendant quand même un moment, jusqu'à 2018, j'avais toujours en fait j'ai gardé les 2 en casquette. J'étais toujours, chercheuse, je faisais mes activités et c'était vraiment au bout d'un moment, j'avais en fait ce choix à faire que soit en fait, j'ai laissé en fait Connexio plutôt comme un petit projet, quand j'avais du temps, je faisais où vraiment en fait je m'y mets en fait 200% en fait à fond. Voilà, donc je pense que mais ça c'est venu un peu après, mais peut-être pour raconter un peu les débuts de Connexio, je pense qu'il y a quelque chose qui est vraiment vrai pour moi et comme j'ai aussi voyagé, j'ai vu aussi en fait toutes les différences aussi. Je suis très passionnée par exemple par les cultures, des contextes différents. Ce que j'ai trouvé, c'est que il y a une phrase qui m'a marquée. Je dis l'expression plutôt en anglais, c'est que talent is equally distributed and opportunity is not. Dans le sens que je pense, par exemple, quand je suis allée en fait au Malawi pour des visites et j'ai rencontré des apprenants là-bas, il y a vraiment en fait partout dans le monde en fait des personnes avec beaucoup de motivation, du potentiel pour réussir. On peut pas choisir en fait où on est né, mais quelquefois j'ai trouvé que même si en fait oui il y a ces différences à la base, si ces personnes puissent accéder soit les informations, le réseau et en fait par leurs propres en fait moyens pouvoir réussir, en fait je pense que en fait, pour moi, ça vaut la peine de les aider parce que pour moi aussi, peut-être, c'est aussi un peu mon parcours. Je suis née en Chine, j'ai grandi aux États-Unis. J'avais vu aussi à la base aussi des obstacles, surtout de ma mère, parce qu'elle était arrivée en fait aux États-Unis à presque 40 ans. Elle parlait pas l'anglais, elle avait pas du tout un réseau. Et j'ai vu jusqu'à aussi quel moment en fait que ça peut être en fait une source d'exclusion aussi. Bien sûr. Parce qu'à la base, comme elle parlait pas bien la langue, elle avait peur de décrocher le téléphone parce qu'elle comprenait pas ce qui était dit de l'autre côté. Et pour moi, c'est vraiment, en fait, je trouve qu'on est dans un monde aussi de plus en plus globalisé. Et il y a aussi, en fait, pour moi, en fait, ce doit de partenir à quelque part aussi. Et donc, peut-être pour reprendre, en fait, d'une manière pas très courte à cette Mmh. question, Je t'en prie. c'est pour moi de dire que je trouve, pour moi, c'était de faire en sorte que, par exemple, si à l'époque, pour moi, j'avais pas eu des profs, ma mère, des personnes qui m'ont soutenue, j'aurais pas osé même postuler à Stanford parce que je pensais peut-être j'aurais vraiment j'avais pas peut-être la confiance en moi à ce moment de faire ça. Mais maintenant, je veux aussi que cette opportunité, des chances de pouvoir réussir, en fait, ça soit pour tout le monde, quoi. Et quelquefois, justement, en fait, on doit avoir peut-être des gatekeepers, disons, dans nos vies qui peuvent vraiment, en fait, ouvrir, en fait, vraiment cette chaîne d'opportunités. Je pense que vraiment, c'est derrière, en fait, ça aussi, la mission et les valeurs de Kenexio, c'est d'aider des personnes de pouvoir accéder en fait et avoir en fait ces connexions, justement en fait les valeurs d'Aereo Connexio, de pouvoir en fait faire ça, de rencontrer du monde, de pouvoir avancer dans leur vie. Eh ben, écoute, quel beau projet en tout cas et maintenant ça a 5 ans, hein, c'est ça, Connexio. Où est-ce que vous en êtes? Quelles étaient un peu les grandes étapes? Donc là, tu nous as raconté un petit peu le début, la genèse, comment c'est venu et effectivement, c'est passionnant et on sent que tu es animé par quelque chose de très grand et donc ça se formalise par Connexio et comment ça se développe en fait finalement cette idée-là?
Quelles sont un peu les grandes étapes de 2016 à, on va dire, aujourd'hui et demain? Oui, donc je pense qu'au début, c'était vraiment en fait, on a commencé avec, je pense qu'une première, formation, une première promotion d'apprenants en 2016. Je dirais aussi, il y avait un point un peu clé en mi-2018 où vraiment j'avais choisi, d'être consacrée en fait à 100%, 200% sur le projet, de vraiment d'accélérer le développement à partir de ce moment-là. D'accord. Et je dirais aussi peut-être je dirais en fait, par exemple, si j'avance un peu dans le temps aussi, en 2019, il y avait plusieurs moments qui étaient importants pour nous. En 2019, on avait lancé en fait nos premiers programmes au niveau international. Par exemple, on travaille aujourd'hui, et c'est toujours le cas en fait au Malawi avec les Nations Unies et JRS. Et aussi en fin 2019, on avait remporté le prix de Google Impact Challenge qui était sur la thématique en 2019 d'inclusion numérique. Et c'était important pour nous parce que Bravo. ça nous a donné, merci, un peu en fait de visibilité, et aussi ça nous a aidé justement en fait à donner le boost pour pouvoir en fait développer sur des nouvelles régions, nouveaux territoires. C'est impressionnant et justement tu parles d'apprenants, au début comment ça se passe? Alors c'est gratuit pour les apprenants? C'est-à-dire que vous les accompagnez et pas besoin de mettre la main au portefeuille, proprement parler? Et comment vous les aidez au début et comment ça évolue un petit peu aujourd'hui? Il y a des formations, il y a plein de choses. J'invite d'ailleurs, les auditeurs à regarder le site internet pendant qu'ils écoutent, pour regarder un petit peu ce que vous faites. Mais comment ça se développe du coup, cette communauté? Comment le projet est pris en fait au début? Oui, donc chez Connexio, je pense à la base, on avait que, en fait, un offre de formation, donc parce qu'on voulait tester, on voulait améliorer. Donc aujourd'hui, pour nous, en fait, et pour les apprenants, en fait, on a vraiment, en fait, plutôt un catalogue de formation, une palette d'offres de formation où ça peut vraiment être des bases pour des personnes, en fait, qui veulent découvrir, par exemple, le monde numérique. On a des parcours plutôt découvert flash pour, en fait, donner en introduction dans ce monde. Pour certaines aussi, il y a aussi beaucoup des enjeux d'inclusion numérique aujourd'hui, Oui. parce qu'on voit aussi qu'il y a une forte digitalisation dans tous les sens. Ça peut être dans la vie pratique avec toutes les démarches administratives jusqu'à tout ce qui est la vie professionnelle. Aujourd'hui, de bien maîtriser, et par exemple, ça peut être des choses vraiment en fait de démarches en fait pour rechercher un emploi. C'est très important, par exemple, la présence d'entités professionnelles en ligne à travers un profil LinkedIn, par exemple, ou d'autres choses, jusqu'à aussi des compétences qui sont très utiles en fait dans ce monde de demain, dont on en parle. Mais ce qui est important pour nous, c'est de pouvoir en fait adapter. Pour nous, ce qui en fait arrive pour les apprenants, c'est qu'on a des diagnostics qu'on fait. Donc il y a un petit formulaire en fait à remplir sur notre site web, et ensuite c'est de pouvoir en fait vous placer dans un niveau qui correspond à vos besoins, qui peuvent être des niveaux vraiment découverts de base, d'initiation, jusqu'à des formations certifiantes, centaines d'heures D'accord. avec soit un stage ou alternance à la clé. Et donc Pour du nous, coup, l'objet. Ouais, excuse-moi, je te coupe. ouais, pas de souci. Et du coup, en fait, tu peux très bien être quelqu'un qui, bah, issu de l'immigration, qui sait pas forcément parler français, qui vient chez toi et te sollicite ton aide, comme des gens qui sont, peut-être sur le territoire depuis quelque temps et qui ont besoin de se réinsérer. Exactement. Et pour nous, en fait, ce qui est important pour nous, c'est vraiment, en fait, la diversité. Et je dis ça par, en fait, le fait de dire, en fait, aujourd'hui, pour nous, ce qui est important aussi dans, en fait, la salle de formation, en fait, dans nos cours, c'est aussi, pour vous aussi de pouvoir rencontrer d'autres personnes avec d'autres backgrounds, d'autres parcours. Je pense que c'est ça qu'on trouve intéressant aussi chez nous. On veut que, ce qu'on a, en fait, les personnes qu'on forme chez nous reflètent aussi la diversité de notre monde. Bien sûr. Donc, ce qui, en fait, sont les facteurs clés pour les apprenants qui veulent venir chez nous, c'est bien sûr la motivation de pouvoir, en fait, soit, en fait, avoir un besoin de découvrir ce monde, de vraiment, en fait, monter en compétence sur des sujets précis, ou même d'aller et faire une reconversion vers un nouveau métier. Il y a plusieurs types de besoins, et notre objectif, c'est de pouvoir, en fait, vous aider soit sur un petit bout, de vous booster sur une partie de parcours jusqu'à, en fait, des parcours, en fait, certifiants qui vont vous aller, en fait, ouvrir, en fait, tout un nouveau monde d'opportunités. Non, mais c'est assez impressionnant ce que vous faites. Nous, on peut que aller dans votre sens, chez Senpai, puisqu'on est convaincus que, aujourd'hui, travailler, c'est pas la même chose qu'il y a 20 ans et qu'il y a des must have qui n'en étaient pas avant. Typiquement, l'usage de la bureautique, l'usage des outils numériques. On parle beaucoup de numérisation en France et on travaille à faire, et la crise du Covid, tout ça un peu fait mal. Mais justement, ouais, ton projet, il est hyper intéressant, et ce volet social et inclusion, c'est assez impressionnant. Et justement, je me demandais un peu, qui étaient un peu tes partenaires aujourd'hui pour t'aider à te développer, qui sont adossés à ce projet-là? Parce que tu as quand même une mission globale. Est-ce que Mhm. l'État justement intervient aussi dans ce projet? Mmh. Je dirais, en fait, pour nous, il y a plusieurs écosystèmes
écosystèmes qui sont très importants. Donc, parmi en fait ces acteurs dans l'écosystème, c'est toujours en fait nos partenaires qui, ça peut être des associations, des structures vraiment ancrées très localement, qui nous aident justement à orienter en fait et nous envoyer nos apprenants. Aujourd'hui, on travaille avec plus de 200 structures juste sur le sourcing, l'identification des besoins de nos publics. Et c'est important parce que parmi en fait ces structures, c'est des structures justement qui ont des actions très complémentaires. Par exemple, ils ont des actions en fait qui vont aider des personnes en fait sur les autres besoins. Ça peut être en fait sur des questions en fait d'insertion sociale, parce qu'il y a aussi il y a beaucoup de besoins. Et je pense pour nous c'est de assurer que par exemple c'est pas parce que quelqu'un en fait n'a pas un logement stable ou d'autres besoins en fait très importants dans la vie qui puisse pas en fait finir en cours chez Connexion. Ça c'est en Bien fait sûr. un premier type de partenaire. Ensuite aussi, on travaille justement en fait avec des acteurs publics. Ça peut être en fait les missions locales, ça peut être pour l'emploi, ça peut aussi être en fait des partenaires en fait qui soutiennent nos programmes de formation. C'est très important aussi d'avoir le soutien parce que souvent en fait c'est des relais en fait d'informations de manière très très locale aussi sur Ouais, le terrain. complètement. Et ceux aussi qui en fait nous aident justement en fait pouvoir en fait par exemple dans certains cas on travaille par exemple avec la ville de Pré-Saint-Gervais qui nous en fait met à disposition une salle de formation pour nos activités. Et finalement aussi, c'est notre écosystème de partenaires entreprises qui nous soutient vraiment en fait pour les programmes, pour aussi pendant en fait la formation, pour des activités du mentorat, coaching, et finalement aussi ceux qui engagent et qui prennent nos talents. Eh ben, très complet cette réponse et justement aujourd'hui, on parlait un petit peu des apprenants et concrètement en fait, combien vous personnes aujourd'hui par an ou par mois, je sais pas comment tu le quantifies et un peu, quels sont un peu les parcours un peu phares chez vous pour les gens qui nous écoutent peut-être qui seraient intéressés? Oui, donc aujourd'hui jusqu'à présent et peut-être je vais il faut que je vérifie pour actualiser les chiffres. Je sais qu'on a fait un mini bilan en fait il y a quelques mois et on était sur à peu près 1 700 personnes formées jusqu'à présent. Voilà, avec un Bravo, taux de super. sortie positif et pour nous en fait on définit, on essaie de vraiment bien voir en fait où sont les apprenants après, la formation. Donc, il y a des apprenants par exemple en fonction du niveau de parcours qui vont justement aller vers l'emploi, d'autres qui vont choisir en fait de poursuivre une formation qualifiante ou encore d'autres qui se sont devenus en fait des entrepreneurs et qui lancent aussi leur propre entreprise et qui vont vraiment en fait lancer ce parcours d'entrepreneuriat. Et donc on a un taux de 72% 6 mois après la fin de la formation. Voilà. Et pour nous, ce qui est important aussi, c'est de vraiment en fait bien adapter des parcours parce que souvent en fait on peut avoir en fait cette idée de qui est le numérique et souvent en fait parmi nos objectifs, mission, c'est de pouvoir aussi décortiquer les nuances dans le numérique. Parce que le numérique, c'est pas forcément juste savoir coder. Beaucoup de fois, en fait, on a des apprenants qui peuvent mélanger aussi l'informatique avec le numérique, avec le code. Et pour nous, c'est de déjà faire en sorte que, par exemple, dans nos programmes, en fait, on a un programme qui est le programme Digital, qui est en fait un programme qui va vraiment aider quelqu'un, en fait, à bien maîtriser les bases numériques, qui commence plutôt avec les démarches dans la vie pratique jusqu'à, en fait, la vie professionnelle. Parce qu'aujourd'hui, c'est pouvoir vraiment avoir cette acculturation numérique, de pouvoir être avec les outils en fait collaboratifs, les outils digitaux de travail. Donc cet Comme le objectif, c'est traitement de texte, les tableurs, les webmails, des exactement. choses comme ça? Exactement et aussi d'avoir aussi plus des connaissances sur, des enjeux aussi de sécurité, qui est aussi quelque chose peut-être qui est quelquefois moins couvert dans les sujets, mais de plus en plus on voit c'est important aussi de savoir en fait les droits on a comme utilisateur. On essaie de vraiment couvrir en fait des bases, assez importantes, des socles de compétences sur les parcours et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est de plus en plus il y a des métiers qui digitalisent et même si peut-être sur le numérique, par exemple si on parle de BTP ou d'autres, métiers aujourd'hui qui étaient pas au cours du métier, ça commence quand même à prendre en fait une partie des métiers des personnes. Qu'il faut aussi, pas juste pour en fait l'insertion socio-professionnelle, mais aussi le maintien de l'emploi actuel. Ça devient aussi des sujets clés. Et ensuite, on a en fait nos parcours, par exemple, DigiStart, nos parcours en fait DevWeb ou mission de système et réseau, qui sont aussi des parcours qui vont aller en fait plutôt en fait dans le monde qui est numérique et qui aident des personnes justement en fait à pouvoir faire un choix, soit en fait pour découvrir ce qui peut les intéresser. On fait aussi un travail d'orientation, d'accompagnement, ou sinon en fait on peut en fait aussi les orienter directement vers un de nos parcours certifiants pour les aider en fait vraiment en fait être opérationnels sur un niveau métier. Super intéressant, Jean et justement, au fur et à mesure des années, là, depuis 2016-2018,
2018, on va dire. Comment tu sens l'évolution de ce sujet-là? J'imagine qu'il y a encore énormément de chemin à parcourir, c'est vraiment le début. Mais comment tu vois les choses, toi? Est-ce qu'elles s'améliorent? Est-ce que du coup, tu as plus d'app au fur et à mesure des années? Est-ce que ça, du coup, il y a une forme de au niveau de la mission, est-ce qu'il y a un achievement derrière? Est-ce que tu le constates? Mmh. Je pense que déjà, en fait, pour les apprenants qu'on a pu aider, les équipes qui sont vraiment tous les jours, en fait, derrière ce qu'on fait, je pense que en fait, on est très fiers, en fait, de ce qu'on avait pu faire. Mais en même temps, on sait qu'on peut, en fait, aller et on doit aller encore plus loin. Je pense qu'avec la crise Covid, il y avait aussi une prise de conscience plus forte sur, justement, en fait, la place du numérique dans nos vies. Bien sûr. D'un côté, je pense qu'il y a, oui, quand même, en fait, il y a des dangers aussi avec le numérique à certains, en fait, niveaux. Par exemple, il y a aussi le fait qu'aujourd'hui, de plus en plus, pour certaines, en fait, parties, on peut être un peu addict sur les applications, sur les réseaux sociaux. Complètement, oui. Mais pour nous aussi, ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a aussi des effets très positifs de ça, dans le sens que pour certaines personnes, on n'aura pas pu faire certaines démarches, on n'aura pas pu rester connecté et même sur certains de nos programmes de formation pendant la crise, sur lesquels en fait on avait pu faire des adaptations pour les Bien sûr. garder en ligne. C'était vraiment des moyens très importants pour rester connecté et continuer en fait à faire en fait avancer en fait, les activités d'inclusion numérique. Je pense que ce qui est important, c'est de savoir qu'aujourd'hui, si on regarde en fait les dernières études qui étaient faites sur le sujet, il y avait une accélération, en tout cas avec crise Covid ces derniers mois, de 7 ans dans les entreprises de la transformation digitale. C'est énorme dans le sens que d'un côté, et c'est ce qu'on avait commencé à observer, on avait demandé des équipes de passer presque de jour au lendemain sur les outils digitaux, Mmh. sur en fait les Zoom, les Meet, en fait c'est tous ces outils. Mais par exemple, il y a des énormes écarts. Par exemple, au début de la crise aux États-Unis, c'était que 4% des personnes aux États-Unis qui avaient le bac, qui étaient prêts, en fait, qui étaient capables à travailler à distance. Donc, ça veut dire que la plupart de ces publics n'avaient pas les moyens ou les compétences de pouvoir, en fait, travailler à distance. Ils n'avaient pas les outils, les compétences pour faire. Et donc, je pense que ça nous fait aussi des rappels de l'urgence de pouvoir aussi pas oublier, en fait, ceux qui sont éloignés de numérique. Parce que si on veut vraiment, en fait, penser, en fait, à un autre monde demain, il faut qu'on soit capable aussi que on sera avec tout le monde et il n'y a pas en fait des parties en fait importantes de notre monde qui soient en fait laissées de côté. D'accord, et justement, tu penses pas que, quelque part, c'est aussi la responsabilité des entreprises? Puisque souvent on parle de numérique, mais, et que les entreprises, généralement, en font même un axe de communication, comme quoi ils sont très digitaux, ils sont dans l'innovation, dans la modernité, et on s'est rendu compte que, dans les faits, avec la crise, ça a révélé, en fait, que c'était beaucoup de paroles. Et justement, tu penses pas que, est-ce que c'est peut-être aussi un axe de travail que vous avez chez Connexio avec ces entreprises pour les sensibiliser à ces sujets-là? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà, imaginé? Tout à fait. Pour nous, en fait, on voit aussi plusieurs axes. En fait, c'est partie de nos combats avec justement en fait ces sujets. En fait, aujourd'hui, c'est qu'on voit de plus en plus qu'il y a des entreprises qui doivent aussi prendre un rôle assez important dans l'inclusion numérique. D'un côté aussi, parce qu'on voit que les choses changent rapidement et il faut que pour certaines, en fait, qu'elles trouvent des moyens aussi de faire monter en compétence leurs équipes, surtout parce qu'avec tous les changements, la digitalisation. D'autre part aussi, il y a aussi des responsabilités pour les entreprises d'assurer en fait que pour les équipes d'être en fait connectées, de pouvoir aussi un rôle dans l'inclusion numérique parce qu'il y a aussi certaines, en fait pour les entreprises qui touchent énormément du monde, soit par leurs outils, leurs produits. Il y a un rôle aussi à jouer que ces outils soient accessibles aussi pour tout public. Et dernièrement, je pense pour nous, un enjeu important, c'est de plus en plus, on fait appel à des entreprises aussi de penser en fait à des enjeux de recrutement inclusif parce que avec les talents en fait on voit aussi la croissance en fait des besoins pour les talents en fait dans le numérique ou autres. Il faut aussi que sur des enjeux aussi d'inclusion, on pense aussi à des moyens d'inclure en fait et d'avoir aussi des équipes qui reflètent aussi la diversité de notre monde, de notre société. Non, bah, très clair, ce marqueur est hyper fort, et quand on préparait un petit peu ce podcast, je le sentais déjà, cette énergie, et waouh, c'est assez impressionnant. Bravo encore pour ça, et bah, nous, on peut que corroborer, ce que l'énergie et la vision que tu as, nous, on a exactement la même chez Senpai, d'un point de vue Mhm. accessibilité outils. C'est un peu notre credo, notre motivation qui se dit: «Bah, voilà, tout le monde peut accéder à des outils, c'est juste
que des fois, on n'a pas les codes, des fois, on Mhm. comprend pas, des fois, on n'a pas la légitimité. Tu parlais de ça, on a l'impression que, tu vois, de la même manière que toi, tu es allé à Stanford, mais parce que au départ, tu te sentais pas légitime d'y aller, tu y allais quand même, mais tout le monde n'a pas ce déclic ou cette possibilité d'avoir quelqu'un qui vous pousse ou de se sentir possible. Donc carrément et justement, je t'ai pas posé la question au début, mais aujourd'hui, comment ça se passe chez Connexio en interne? Vous êtes combien? Comment ça s'organise? On sent que vous faites énormément de choses. Vous apportez un accueil social, vous êtes là pour former. Comment ça s'organise globalement aujourd'hui en 2021? Oui, donc non, merci pour ça, David. Je pense qu'il faut qu'on soit aussi solidaires et ensemble sur ces combats aussi, de vraiment pousser plus loin en fait tout l'écosystème vers plus d'inclusion. Voilà, je pense que Tu peux je compter pense sur nous. que exactement. Et pour dire en fait où on est actuellement, donc on est à une phase. Je pense qu'on a bien grandi dans les équipes. On compte à peu près 50 personnes dans nos effectifs aujourd'hui. Ah oui, Et aujourd'hui, je pense que pour nous, c'est aussi on a cette logique d'être vraiment très proche sur le temps. Aujourd'hui, on est sur en fait 3 régions en Île-de-France, en Nouvelle-Aquitaine, les Hauts-de-France, et on compte aussi 30 sites opérationnels dans lesquels on a nos formations. Donc c'est ça aussi, on a en fait des équipes qui sont vraiment très dynamiques, avec beaucoup d'énergie et qui sont vraiment localement sur le temps. On fait beaucoup d'activités de sensibilisation et pour nous, c'est pour ça en fait, c'est important d'avoir autant de sites aussi sur lesquels on peut dispenser nos activités. C'est vraiment en fait d'être proche de nos publics, pas les demander de faire des trajets très longs en fait pour venir au cours, parce qu'on veut trouver des moyens de les motiver. Et donc c'est pour ça en fait on fait beaucoup d'activités assez locales. On a un projet qui va arriver pour renforcer justement en fait les activités qu'on va faire, et de plus en plus justement en fait parce qu'on s'est rendu compte un peu de ces enjeux, comme on avait travaillé en fait dans un premier temps bien sûr en fait en direct avec nos publics, mais on a commencé aussi à travailler directement avec des structures. Donc c'est des acteurs publics, ça peut être des structures dans l'économie sociale et solidaire et même des entreprises pour en fait adapter nos formations qu'on fait en fait aussi en fait en B2B. Donc par exemple, pour donner un exemple, on avait aidé à former des agents dans les centres sociaux de la ville de Paris, et c'était aussi partie de notre mission de pouvoir aider des personnes qui sont vraiment la première ligne pour les publics qui viennent en fait dans des centres, pour pouvoir en fait les aider, les débloquer sur des enjeux de démarches administratives qui sont aussi liés avec des enjeux numériques. Et ensuite, on avait aidé aussi d'autres structures, soit en fait des entreprises dans certains secteurs d'activité, de pouvoir monter en compétence leurs équipes face à en fait ces enjeux de digitalisation. Par exemple, bien ça peut sûr. être en fait en entreprise dans le domaine de services de propriété qui aujourd'hui donne justement des outils numériques, des tablettes, au lieu en fait de passer en fait comme ils étaient avant sur papier pour toutes leurs démarches. Je pense que de plus en plus on voit ces besoins et on veut justement en fait pouvoir être à la service de justement beaucoup des entreprises. C'est plutôt aussi des TPE et des PME qui ont vraiment ces forts besoins d'être accompagnés sur la digitalisation. Et justement, je profite, ça me fait penser à une question que je t'ai pas posée au moment où tu en parlais, mais est-ce que du coup, il y a un marqueur aussi au niveau de l'âge des personnes que vous accompagnez? Est-ce que tu l'observes, que l'accès numérique peut être compliqué après une certaine génération? Alors, on parle souvent de la génération Y qui est née avec internet, mais celle Mhm. d'avant, est-ce que du coup, vous avez des apprenants qui sont dans ce contexte-là où c'est pas forcément des, comme on disait, des must-have, des réflexes? Comment ça se passe avec ces populations-là? Chez nous, dans nos programmes de formation, et ça vaut même pour les parcours sur les compétences de base jusqu'à des niveaux assez avancés Oui, bien sur le sûr, numérique, j'imagine. pour nous, on a cette approche de vraiment favoriser l'autonomie. Parce que ce qui va être important, et ça vaut pour les compétences numériques, mais pas que, c'est qu'on est dans un monde qui change. Par exemple, d'ici 2030, il y aura quand même des métiers qui vont apparaître qu'on ne sait pas encore. Et comment adapter en fait face à ce type de monde qui change assez rapidement, c'est de pouvoir être aussi autonome sur certaines démarches, surtout de savoir aussi comment chercher en fait les informations. Parce que ce qu'on dit aussi à nos apprenants souvent, c'est que on est là en fait dans la salle de formation avec vous, mais même après les programmes de formation ou autres, on peut pas toujours être là derrière en fait vous pour vous guider. Donc qu'est-ce que vous allez faire si en fait nous, nos formateurs, nos équipes sont pas là pour vous accompagner? Et donc on essaie de vraiment avoir un approche en fait de les aider en fait à chercher des informations par eux-mêmes, et aussi de savoir comment on va continuer en fait à apprendre. Donc je pense que c'est des enjeux qui sont importants. Après, je pense que c'est progressif aussi, Bien parce sûr. que aussi pour nous sur les bases, on essaie vraiment de donner en fait des informations, de les former en fait sur des bases pour pouvoir faire ça. Mais on souhaite vraiment en fait, on est dans cette approche
approche pédagogique de favoriser l'autonomie. Parce qu'on veut aussi, par exemple, même si on est sur certaines plateformes et on parle aussi avec nos apprenants sur vraiment en fait différents cas pratiques qui peuvent arriver, par exemple sur en fait des enjeux aussi de bien maîtriser des plateformes comme CAF, Pôle emploi et autres. On veut que ce qu'on va les faire apprendre en fait sur certaines plateformes soit aussi applicable sur d'autres. Et donc d'un côté, si en fait il y a en fait des nouveaux besoins qui arrivent dans leur vie, ils sont pas justement limités et ils peuvent aussi trouver des manières d'aider en fait d'autres personnes dans leur vie autour d'eux. D'accord, très clair, ouais, justement. Ça illustre bien ce que tu disais tout à l'heure, hein, sur l'autonomie aussi que tu voulais donner aux personnes. C'est fondamental, effectivement. On ne sait pas comment on va évoluer le monde. Et même nous, aujourd'hui, on sera un jour un des boomers, des has-been, et on va devoir se réactualiser aussi. Donc super intéressant. Bah, du coup, quels sont un peu vos projets futurs, Jean, chez Connexio? Je pense pour les projets futurs, on va continuer un peu dans ce qu'on fait aujourd'hui. Donc déjà, je pense pour nous, on a beaucoup de programmes qu'on veut continuer en fait à renforcer, augmenter en termes de nombre de personnes on peut acquérir dans nos programmes de formation. Et ensuite aussi, on a cette vision de pouvoir en fait par nous-mêmes ou même avec en partenariat, pouvoir aussi s'implanter et vraiment aller là où il y a les besoins. Donc aujourd'hui, on est sollicité par des acteurs, des individus dans d'autres régions, d'autres territoires. Donc idéalement, par exemple, pour nous, on va au niveau national pouvoir bien ancrer nos activités, avoir un développement en fait plus régional, par exemple au niveau de l'Aquitaine, les Îles-de-France et bientôt dans d'autres régions aussi. Et au niveau international, on a des plans de bien aussi développer nos activités qui ont commencé au Malawi et au Kenya et en Jordanie sur les années suivantes. Eh bah, dis donc, ça en fait des projets, ça. Eh ben, on suivra ça avec attention, en tout cas on relaiera chez Senpai. Et bah, merci pour toutes ces explications, Jean. Et on a encore un petit peu de temps ensemble. Et je voulais revenir un peu peut-être sur ta personne, un peu, voir un peu ton parcours entrepreneurial, puisqu'il y a énormément de choses que tu fais, que tu pousses, que tu portes avec tes équipes. Bah, déjà, pour revenir sur un événement récent qui a eu lieu il y a quelques jours, sur les CEO Awards de Be a Boss, donc femme de l'entrepreneur de l'année. Bravo pour ton prix, puisque tu as remporté la troisième place avec Justine Hutto et Julie Chapon. Donc bravo pour ça. Merci beaucoup. Mais je voulais savoir un petit peu comment tu l'avais vécu ça, puisque quelque part, effectivement, tu es beaucoup dans la presse, hein, tu es dans Challenge, Forbes, donc tu as une belle couverture, un rayonnement. C'est la première saison où ils font cet événement-là, et comment toi tu l'as vécu? Déjà, je pense que je suis super reconnaissante et très étonnée parce que je pense que des produits comme Yuka, comme Respire, en fait, on connaît bien et en fait, c'est vraiment en fait grand public. Et donc, j'étais vraiment doublement, en fait, je pense que vraiment très heureuse et aussi D'accord. étonnée en fait, pour que je pense que Nexio, je pense à notre niveau, je suis super ravie qu'on ait aussi plus de visibilité sur ce qu'on fait et ce qu'on porte aussi dans l'écosystème. Souvenons, je pense que pour moi, en fait, c'est ce qui était vraiment très, très cool, c'était pouvoir aussi échanger avec d'autres femmes entrepreneurs parce qu'on avait aussi, en fait, cette soirée, donc j'ai échangé bien sûr avec les autres lauréates, mais aussi beaucoup d'autres entrepreneurs qui étaient dans d'autres événements, en fait, de Be a Boss. Et Bien donc, je sûr. trouve ça super cool, les échanges, on peut voir favoriser justement, en fait, parcours parce que justement, on a beaucoup des choses quand j'ai en fait parlé avec d'autres femmes aussi, des enjeux, les challenges, des obstacles qu'on a en fait tous passés ou il y a ceux qui sont en train de passer. Et donc, je vois aussi beaucoup en fait de justement solidarité et c'était vraiment en fait ça que j'ai trouvé super en fait cette soirée aussi. Donc, je suis bien sûr, j'étais super contente de recevoir ça, mais c'était vraiment en fait très inspirant de pouvoir échanger avec d'autres femmes en fait la semaine dernière. Bah, encore bravo en tout cas, Jean. Et justement, par rapport à ton histoire, toi, comment l'entrepreneuriat, tu l'as vécu? Est-ce que, par exemple, par rapport à ton histoire, si des femmes nous écoutent aujourd'hui, elles veulent se lancer, qu'est-ce que tu as envie de leur dire par rapport à ton histoire? Par rapport aux échecs que tu as pu vivre, les difficultés que tu as pu rencontrer, les réussites, bien entendu. C'est quoi le mindset? C'est quoi les difficultés aujourd'hui quand on est une femme entrepreneur en 2021? Pour moi, peut-être c'est un peu ma vision des choses aujourd'hui, mais je pense que je pense qu'il y a des choses des erreurs que j'avais fait. Il y a toujours en fait des enjeux, des problèmes, et je pense que c'est vraiment en fait comme tu avais dit aussi David, le mindset. Donc suivant ce que je dis en fait en termes de quelques conseils. Après, c'est vraiment ma approche Bien sur les sûr. choses, c'est que je dis toujours à certains entrepreneurs parce que je sais que maintenant en fait j'échange avec eux, j'essaie de donner des conseils, vraiment de faire du give back aussi dans les deux sens parce que je aussi
aussi je suis super curieuse, donc je découvre des nouvelles idées. C'est de vraiment en fait lancer en fait, même si vous pensez que vous n'êtes pas prêt, il faut lancer parce que ce que vous allez sortir en fait comme la première version d'un produit sera pas en fait la version finale. Et il faut justement pouvoir itérer sur ça. Et je pense que c'est ça aussi peut-être, et peut-être c'est un peu cette culture américaine, comment on voit les échecs. Si on n'a jamais essayé quelque chose, c'est en fait ça, c'est 100% échec parce qu'on n'a jamais testé. Et donc peut-être je suis plus apte à développer en fait un nouveau programme ou tester quelque chose pour voir en fait déjà en fait ce qu'on va apprendre sur ça. Et si ça marche pas, je vais essayer de voir aussi comment on veut pivoter aussi. Donc vraiment, c'est un peu les méthodologies un peu de Lean Startup, des méthodologies en fait vraiment de comment en fait on va pouvoir toujours améliorer. Et en termes de mindset, c'est un peu un mindset de tu vas jamais en fait finir en fait à apprendre parce que si tu Mhm. veux que l'entreprise que tu avais créée en fait va continuer à grandir, le monde change. Par exemple, on est dans le milieu de la formation et donc les besoins en fait en termes de marché ça change et ça change rapidement. Et donc nous, on doit toujours en fait être en train d'adapter, de changer, d'améliorer des choses parce qu'on veut que si on veut que nos apprenants réussissent, on a cette vraie responsabilité d'assurer que ce qu'on livre c'est aussi au courant en fait, c'est aussi à jour en termes de contenu, en termes de approche pédagogique. Et donc je pense que et les dernières choses je dirais c'est que je vois ça comme un marathon. Je pense qu'au début j'étais peut-être quelquefois sur un mindset de sprint, que je Mhm. voulais que ça soit fini. Et tu vas voir que c'est aussi de réfléchir en fait en fait à avoir en fait un bon équilibre entre en fait la vie privée et la vie pro, parce qu'au bout d'un moment aussi il faut vraiment prendre le temps en fait pour de bien en fait reposer, parce que de faire ça en fait ça peut donner en fait du temps pour prendre recul Bien sûr. et vraiment en fait de reclarifier par exemple les priorités, reclarifier en fait les projets aussi. Donc je pense que c'est vraiment un travail continu. Et je pense qu'en fait, pour moi, en fait, ce que je vois de plus en plus, même dans tous les milieux, tous les domaines, c'est qu'on doit être de plus en plus tous et toutes plus un peu entrepreneuriat en fait de nos vies. Eh ben, dis donc, le message est passé. Je pense que les gens, les gens auront pris bonne note de tout ça et c'est très inspirant en tout cas. Et justement, je vais te poser une question qui peut peut-être être un peu directe, mais est-ce que tu penses qu'aujourd'hui dans la tech, c'est compliqué d'être une femme? Je dirais oui et non, dans le sens que, par exemple, si on regarde les statistiques aujourd'hui, c'est que en France, si on regarde, c'est 100% à peu près en fait des femmes dans le numérique. Mais si on creuse ça encore, c'est beaucoup en fait qui sont plutôt dans les fonctions support. Donc je pense qu'il y a des écarts et beaucoup en fait des disparités en fait entre en fait les femmes et les hommes dans ce secteur aujourd'hui. Et d'autre côté, je pense que je vois aussi beaucoup du potentiel. Parce que ce qui va être aussi un peu les drivers, les choses qui vont motiver les changements, c'est que de plus en plus, on a aussi des consommateurs, si on parle de génération Z par exemple ou d'autres, qui vont chercher justement en fait des choses qui portent des valeurs. Ça peut être du sustainable sourcing jusqu'à que des entreprises prennent plus du temps en fait sur des questions justement d'inclusion des diversités. Et on veut aussi que ceux qui sont vraiment à la tête des structures, des créateurs en fait de nos produits de demain, reflètent un peu plus aussi la diversité de justement en fait notre monde. Donc je pense qu'il y a aussi beaucoup encore la place justement en fait pour des femmes d'être créateurs, créatrices de cette nouvelle génération d'entreprises qui vont arriver. Et je pense que je cite en fait une de mes rôles modèles, en fait, Madame la ministre Elisabeth Moreno, sur ce sujet, qui est Tout à fait. quelqu'un en fait qui a commencé pas forcément dans la tech, mais qui a réussi en fait à être la patronne de plusieurs entreprises dans la tech, que en fait ce qui vaut la peine sont pas forcément des choses faciles, mais des choses difficiles. Et donc je pense que il faut que nous en fait on prenne en fait notre place dans cet écosystème parce que il y a le besoin de faire ça en fait, et de plus en plus. Eh ben, dis donc. Bon, et du coup, mesdames, prenez la place. N'attendez pas qu'on vous donne l'autorisation, prenez-la. Et justement, pour peut-être finir sur une touche, du coup, tu parlais d'Elisabeth Moreno, mais est-ce que toi, tu as une phrase, un gimmick, quelque chose qui te pousse en fait? Tu as une catchphrase, une punchline dans laquelle tu te retrouves beaucoup? Ouh, ça c'est une bonne question. Je pense que j'ai des phrases qui soit changent un peu tout le temps ou Et celle du d'autres que moment alors, j'ai. du coup? Celle du moment, je pense que c'est parce qu'en fait on est en train de
je pense qu'il y a des nouveaux challenges qui arrivent pour nous chez Connexion en ce moment. Quelque chose que j'aime bien, en fait, pour aussi regarder un peu la motivation, c'est une citation, en fait, d'une activiste américaine qui s'appelle Margaret Mead. C'est ce qu'elle avait dit, en fait, sur notre possibilité de changer le monde. C'est quelque chose dans le sens « Never doubt that a small, committed group of individuals can change the world. In fact, that is how most of the changes in the world have happened. » Donc, je pense que le fait que vraiment des mouvements énormes, ça commence vraiment en fait avec juste une personne, un petit groupe de personnes. Voilà. Ça commence avec Connexio. Eh ben écoute, Jean, je te remercie beaucoup pour ton temps. C'était passionnant. J'ai bu tes paroles en tout cas. Je sais pas si c'est entendu. Mais en tout cas, on est ravis de te recevoir aujourd'hui sur le podcast de Senpai. Et peut-être pour le mot de la fin, est-ce qu'on peut te contacter, te joindre sur les réseaux? Oui, bien sûr. Donc, je pense que pour ceux qui sont intéressés sur nos activités, n'hésitez pas en fait à visiter notre site web connexio.eu parce qu'on a quand même, pour ceux qui sont intéressés par nos parcours de formation ou d'autres, en fait, de vraiment bien en fait les consulter. Et je vous invite aussi de postuler. Pour ceux aussi qui peuvent être intéressés pour en fait travailler avec nous en tant que partenaire, je pense qu'on a aussi des moyens en fait de nous contacter, nous mails en fait sur le site web. Et pour ceux aussi qui sont entrepreneurs et qui ont cette envie peut-être d'aller plus loin, je pense que pour moi en fait en tout cas j'avais pris en fait du temps en fait à faire ça. Donc pour ceux qui sont intéressés aussi peuvent aussi me contacter. Peut-être je suis pas très très active très rapidement, mais j'essaie vraiment de prendre le temps aussi de pouvoir répondre à ceux qui veulent aussi aller plus loin dans ce parcours d'entrepreneuriat. Eh ben écoute, super, le message est passé. On mettra toutes les informations à communiquer pour les personnes qui seront intéressées. Et encore une fois, merci beaucoup, Jean. C'était un vrai plaisir de recevoir et de te recueillir ton témoignage sur le podcast de Senpai et de comprendre un petit peu mieux ton histoire et ce que vous faites chez Connexio. Et bah, on vous souhaite bah, la réussite que vous méritez et de coup poursuivre en fait ce combat que vous avez et qui du coup va vous porter longtemps, je pense, hein. Merci beaucoup David. C'était À très plaisir. bientôt, Jean. Merci d'avoir suivi cet épisode du podcast de Senpai. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, rien de plus simple, partager ou tout simplement parler du podcast autour de vous, cela sera d'une grande aide, je vous l'assure. Nous vous donnons rendez-vous pour le prochain épisode et si vous ne pouvez pas attendre, une seule adresse www.senpai.io pour écouter d'autres témoignages passionnants. À très vite sur le podcast de Senpai.